Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans cette seconde partie de ce premier cours intitulé Introduction à la cellule. Alors, j'espère qu'à la fin de cette deuxième partie, vous serez capable de définir la théorie cellulaire, d'énumérer les propriétés fondamentales des cellules et de citer les fonctions des organes cellulaires. Donc, le plan, sur point de vue plan, nous allons aborder donc 3 paragraphes, la théorie cellulaire, les propriétés fondamentales des cellules et les fonctions des organes cellulaires. Alors, la théorie cellulaire, c'est une conception théorique fondamentale en biologie cellulaire. C'est la base de la biologie cellulaire. Et elle est basée elle-même sur 5 principes. Le premier, c'est que tous les organismes sont des êtres constitués d'unités qu'on appelle cellules. Donc, les cellules sont les constituants des organismes. N'importe quel organisme vivant, est constitué de cellules. Le deuxième principe, il nous dit que chaque cellule provient d'une autre cellule qui existait avant, et ceci par division cellulaire. Toute cellule provient d'une autre cellule, et cela par la division cellulaire, soit la mitose, soit la méiose. Le troisième principe, c'est que la cellule est l'unité structurale et fonctionnelle de tous les êtres vivants. Vous voyez, donc le premier principe et le troisième principe se ressemblent un peu. Le quatrième principe, il nous dit que la membrane plasmique qui entoure la cellule, elle donne à cette cellule son individualité et son autonomie par rapport aux autres cellules. Et lui permet d'échanger, de faire des échanges avec le milieu extérieur et de réguler ces échanges en fonction de ses besoins. Le dernier principe, il nous dit que cette cellule, il contient l'information génétique sous forme d'une molécule qu'on appelle l'acide désoxyribonucléique ou ADN, et que cette cellule, elle est capable d'assurer le fonctionnement et sa reproduction grâce à ce matériel génétique ou grâce à cette molécule d'ADN. Alors, rappelez-vous, nous avons 46 chromosomes. Chaque chromosome correspond à une molécule d'ADN. Donc, nous avons aussi 46 molécules d'ADN au niveau du noyau. Sinon, il existe d'autres molécules d'ADN mitochondriales. On en parlera lorsque on étudiera la mitochondrie. Quelles sont les propriétés fondamentales des cellules? Il y en a 9. Premièrement, la cellule, la première propriété fondamentale de la cellule, c'est que la cellule est vivante et elle va mourir. La vie et la mort sont les propriétés fondamentales des cellules. Ensuite, les cellules sont très complexes et très organisées. Troisièmement, les cellules possèdent un programme génétique et ils ont la capacité de l'utiliser. Quatrième principe, quatrième propriété, les cellules sont capables de se reproduire. Nous avons vu cela par mitose. Cinquième propriété, les cellules acquièrent et utilisent l'énergie. Ça, vous l'avez déjà vu en baccalauréat lorsque vous avez étudié la respiration cellulaire. Sixième propriété fondamentale, les cellules effectuent une variété de réactions chimiques. Septième propriété fondamentale, les cellules exercent des activités mécaniques. Huitième propriété fondamentale, les cellules sont capables de répondre à des stimuli. Et enfin, les cellules sont capables d'autorégulation. Nous allons voir chacune de ces propriétés fondamentales séparément et une par une. Lorsqu'on dit que la cellule est un être vivant, ça veut dire qu'il vit. Et tout être vivant meurt. Il a une durée de vie. Cette durée de vie est limitée dans le temps. Et donc, la cellule est une entité vivante et elle va mourir. Nous allons étudier la mort des cellules en apoptose. Cette cellule peut
vivre en dehors de son milieu si on lui trouve un environnement favorable. Et donc, il y a des cellules entières qu'on peut retirer des organes et on peut les mettre dans un tube à essai. On parlera d'une culture in vitro et ils vont pouvoir se déplacer comme ici la photo que vous voyez là. Ce sont des cellules là qui sont des cellules tumorales qui sont en culture et ça facilite leur étude lorsqu'on les sépare de leur milieu et qu'on les utilise séparément. On peut donc faire un certain nombre d'expériences sur ces cellules sans que le corps ou bien l'organisme soit touché. Alors, comme la cellule est vivante, rappelez-vous, j'ai dit qu'elle va mourir et la mort est aussi une propriété fondamentale de la cellule. D'ailleurs, la mort ne touche que les êtres vivants, qu'ils soient unicellulaires ou pluricellulaires. La cellule est donc la plus petite unité vivante dans le monde vivant ou chez les êtres vivants. Deuxième propriété fondamentale, nous avons dit que les cellules sont très complexes et très organisées. Cette complexité, elle concerne à la fois la structure, elle concerne aussi la faible tolérance des erreurs et elle concerne aussi le contrôle exercé pour maintenir le système. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la structure de la cellule, elle est très complexe et elle est là pour répondre à des besoins bien déterminés. Alors, si on voit par exemple ici ce schéma au milieu d'une cellule, pour regarder la complexité, si on passe d'un niveau structural à un autre, ou d'un niveau d'organisation à un autre, regardez la complexité de cette cellule. Et donc, il existe un niveau très complexe du point de vue structure. Du point de vue tolérance à des erreurs, les erreurs se font de façon très faible. Le taux d'erreur, par exemple, pour la duplication de l'ADN est inférieur à 1 sur 10 puissance 7. Ça, subside ici, c'est 10 puissance 7. C'est-à-dire 10 puissance moins 7 de nucléotides. Alors, sur 10 puissance 7 nucléotides incorporés, il y a un qui va être défectueux et qui va être rapidement corrigé par la cellule. Troisième propriété fondamentale, c'est la possession d'un programme génétique et la capacité de l'utiliser. La plupart des cellules, sinon la quasi-totalité, sauf certaines au cours de leur maturation vont perdre leur noyau comme des hématies, possèdent un noyau. Et dans ce noyau, nous avons le code génétique. Ce code génétique constitue de molécules d'ADN qui sont divisées en unités qu'on appelle des gènes. Et les gènes ne sont pas simplement des stocks de codage, ne sont pas simplement des stocks d'informations. Non, ce sont, si vous voulez, un code qui va permettre la construction des structures cellulaires. Et donc, cette complexité dont nous avons parlé auparavant, elle va être gérée, elle va être montée par ces gènes. Ces gènes aussi, ils vont nous permettre la synthèse d'un certain nombre d'enzymes pour faciliter les activités cellulaires. Et aussi, ça va permettre la reproduction. C'est grâce aux gènes qu'il y a reproduction des cellules. Alors, rappelez-vous donc, nous sommes devant un code génétique qui va intervenir au niveau de la structure, au niveau de la fonction et au niveau de la reproduction. C'est quelque chose de très important à connaître et à comprendre parce que dans la cellule, rien n'est laissé au hasard. Tout est sous contrôle de l'ADN qui est une macromolécule constituée d'unités qu'on appelle les gènes. Autre propriété fondamentale, les cellules sont capables de se reproduire. Une cellule se divise par mitose ou par division cellulaire pour nous donner deux cellules filles qui se ressemblent entre eux et qui ressemblent à la cellule mère, qui se ressemblent non pas de point de vue taille, parce que ces cellules filles seront de petite taille, mais ils seront identiques de point de vue information génétique, de point de vue code génétique, de point de vue nombre de chromosomes. Donc nous avons, comme vous voyez sur le schéma, une duplication donc de ces chromosomes et donc une répartition de telle façon à ce que nous gardons toujours le même nombre de chromosomes qu'on va trouver identiques entre les deux cellules filles et identiques à la cellule mère. Autre propriété, les cellules sont capables d'acquérir et d'utiliser l'énergie. Rappelez-vous, c'est chez les cellules végétales
surtout des plantes vertes. Elles possèdent des organismes qu'on appelle les chloroplastes. Ces chloroplastes contiennent une substance qu'on appelle la chlorophylle. Cette chlorophylle est capable de transformer l'énergie lumineuse en énergie chimique. Cette énergie chimique, lorsqu'elle est récupérée par les cellules animales, elle est transformée en énergie mécanique ou bien en chaleur. Dans une cellule, bien qu'elle soit une très petite cellule qu'on ne peut voir qu'au microscope optique, il y a une multitude de réactions. Alors, sur le schéma ici, vous voyez l'ensemble du métabolisme, c'est-à-dire l'ensemble des réactions qui ont lieu au niveau des cellules. Vous voyez qui sont très nombreuses et qui sont très complexes. Rappelez-vous le cours de l'année dernière, lorsque vous avez étudié la glycolyse. Alors, la glycolyse, c'est une série de 10 réactions qui vont avoir lieu au niveau du hyaloplasme. Ensuite, le résultat, qui est le pyruvate, va pénétrer au niveau de la mitochondrie pour suivre le cycle de Krebs. Ensuite, nous verrons la phosphorylation oxydative. Donc, vous voyez que ici, les réactions sont très variables et ces réactions-là, elles vont permettre à la cellule, dans notre cas de respiration cellulaire, de produire des molécules d'ATP qu'elle peut utiliser pour son fonctionnement, mais il y a d'autres multitudes de réactions qui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont répondre aux besoins des cellules. Bien sûr, ces réactions ne vont pas se faire au hasard. Rappelez-vous, nous avons dit qu'ils sont sous contrôle génétique. C'est grâce à la synthèse des protéines, c'est-à-dire ici dans ce cas-là, à la synthèse des enzymes, que la cellule va contrôler la production de certains éléments. Et lorsque ça dépasse ses besoins, lorsqu'il n'en a pas besoin, elle va, grâce toujours à ces enzymes, il va bloquer cette synthèse et il va donc se limiter à produire ce dont elle a besoin. Vous allez voir cela beaucoup plus en détail lorsque vous allez étudier la biochimie l'année prochaine, Inch'Allah. En plus de cela, les cellules exercent des activités mécaniques. Ça, vous le savez déjà, puisque l'année dernière, vous avez étudié la contraction musculaire. Et vous avez donc vu que la cellule, au niveau du sarcomère, grâce à l'association de l'actine et de la myosine, va produire une action mécanique. Cependant, il y a plus que cela, il y a à l'intérieur des cellules d'autres molécules, autres que la myosine et l'actine, comme la kinésine ici, qui va transporter les vésicules. Il va transporter des vésicules, comme c'est montré ici au niveau de ce schéma. C'est un transport qui va nécessiter l'utilisation de l'ATP. Et la kinésine va apporter les vésicules pour les transporter selon les voies tracées par le cytosquelette, dont on parlera plus tard. Autre propriété, les cellules sont capables de répondre des stimuli. Stimuli ici, c'est pluriel de stimulus, c'est-à-dire des excitations. Alors, vous voyez ici, par exemple, pour ceux qui ont déjà étudié l'année dernière, alors qui étaient en SVT, ils ont étudié l'immunologie ou le MENAA. Qu'est-ce qu'il y a? Ici, il y a une blessure, pénétration de bactéries. Donc, les bactéries constituent ici un stimulus. Ça va attirer les globules blancs qui vont s'attaquer à ces bactéries. Donc, il y a un stimulus, il y a une réponse. Donc, les globules blancs vont sortir du vaisseau sanguin et vont s'attaquer à ces bactéries pour protéger le corps. Les êtres unicellulaires sont dans le schéma ici à gauche. Les êtres unicellulaires, c'est-à-dire les cellules qui vivent dans l'eau, bon, ils sont attirés par la nourriture ou bien ils sont attirés par l'oxygène, etc. Ils vont se déplacer vers cet oxygène ou bien vers on parlera d'un chimiotaxisme positif. Autre propriété fondamentale, la capacité de s'autoréguler. Regardons ici, c'est l'exemple, c'est le développement d'un embryon d'oursin. Nous avons ici une cellule qui a été fécondée, n'est-ce pas? Et cette cellule se divise en deux, on s'utilise en un ensemble de cellules pour nous donner, un ensemble de cellules pour nous donner un embryon d'oursin. Donc, ici, nous avons le cas d'un développement tout à fait normal. Un œuf va nous donner un seul embryon. Mais, ce qui peut arriver, c'est que si on prend l'œuf
et lorsqu'il se divise en deux, on sépare les deux cellules, chaque cellule va nous donner un nouveau embryon. Il ne va pas nous donner la moitié d'un embryon, non. Il va sentir qu'il n'y a pas l'autre cellule, et il va se développer pour nous donner un embryon de petite taille, mais c'est un embryon complet et parfait, celui de l'enceinte. Donc l'isolement de la cellule n'a pas entraîné uniquement la moitié du travail, non, il va faire le travail des deux cellules pour nous redonner un embryon cellulaire. D'accord? Et c'est quelque chose de très important, ça, ce qu'on appelle l'autorégulation. La cellule toute seule, elle est capable de s'autoréguler et de se transformer en une cellule qui va nous donner un seul embryon. Alors, ceci dit, concernant les propriétés fondamentales, voyons maintenant les composants cellulaires. Alors, une cellule est constituée d'un cytoplasme entouré par une membrane plasmique. Le cytoplasme à son tour, il est constitué par le cytosol et par les organites. Le cytosol est bien lié à le plasme, c'est ce que vous avez appelé en baccalauréat Jibillah Shaffafa. Les organites donc sont des composants qui sont de deux types. Il y a les organites endomembranaires et il y a les organites non membranaires qui n'ont pas de membrane. Voyons de plus près la fonction ou bien les fonctions des organites cellulaires. Alors, la première fonction assurée par la cellule, c'est le support. Hein? Quels sont les organites qui vont intervenir? Nous allons voir qu'il y a trois types d'organites. Nous allons trouver la membrane plasmique chez les cellules animales, chez les cellules végétales. Nous allons trouver la paroi cellulaire uniquement chez les cellules végétales et nous allons trouver le cytosquelette. Ensuite, nous avons les échanges cellulaires, c'est-à-dire les échanges entre la cellule et le milieu extérieur, et cette fonction elle est assurée par la membrane plasmique. Ensuite, nous avons le transport interne à l'intérieur de la cellule. Celui-ci est assuré par le réticulum endoplasmique. La production d'énergie, vous le savez déjà, elle est assurée par l'organite énergétique par excellence, c'est-à-dire la mitochondrie. Ensuite, nous avons le contrôle dont on a parlé. Ce contrôle, elle est assuré par le noyau. Pourquoi le noyau? Parce que c'est le noyau qui possède l'ADN et l'information génétique. Ensuite, nous avons la production des protéines. L'organite nécessaire ou bien l'organite qui va assurer cette production de protéines, c'est le ribosome. Mais vous savez très bien que le ribosome à lui seul ne peut pas synthétiser les protéines. Nous avons besoin donc de l'ARN messager, nous avons besoin de l'ARN de transfert et nous avons besoin des acides aminés. Mais c'est le ribosome, si vous voulez, c'est l'organite principal dans cette production, puisque c'est lui qui va nous permettre de traduire le code qui a été transcrit au niveau de l'ARN messager. La cellule, qu'est-ce qu'il va faire? Elle produit des éléments, mais il va les finir, il doit les emballer. Donc la finition et l'emballage des produits est assuré à la fois par le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi. Pour livrer le matériel produit par la cellule, nous allons avoir deux organes qui vont intervenir, l'appareil de Golgi et les vésicules. Le stockage, là aussi, il y a deux organes responsables du stockage, ce sont les vacuoles et les vésicules. Alors on stocke ce qui existe en plus en quantité qui dépasse les besoins de la cellule. Parfois, la cellule va produire des éléments, on va les stocker en attendant leur utilisation. Et parfois, elle va transformer certains éléments, comme le glucose, lorsqu'il est transmis par les cellules de foie ou par les cellules hépatiques en glycogène. Nous avons aussi le centre de recyclage. Donc, il y a un phénomène de transformation et donc un phénomène d'économie au niveau de la cellule grâce à ces centres de recyclage qui sont assurés par deux organes qui sont les lysosomes et les peroxysomes. La conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique, ça vous le connaissez lorsque vous avez étudié comment on appelle ça? Alors, lorsque vous avez étudié la photosynthèse, et c'est grâce au chloroplaste. Et donc, vous voyez ici, l'ensemble de ces fonctions est assuré par ces organes. Ces organes, chaque organe a un ou plusieurs rôles qu'il va assumer au niveau de la cellule. Passons maintenant à la conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on va dire dans cette conclusion? Alors, je rappelle que la théorie cellulaire est constituée de 5 principes qui peuvent être résumés comme suit. La cellule est une unité structurale fonctionnelle et reproductrice du vivant.
Deuxième chose qu'on peut dire dans cette conclusion, c'est que les cellules possèdent des propriétés fondamentales comme la vie, la mort, et la complexité et l'organisation. Et pour finir, nous dirons que la cellule possède des structures appelées organiques ou organelles qui baignent dans le hyaloplasme, le tout entouré par la membrane plasmique. Les organes cellulaires assurent, selon le type de cellule, les différentes fonctions cellulaires. Merci. Voici les références que j'ai utilisées pour préparer le cours de biologie cellulaire. Merci.